Charles Bronson n'était pas un homme facile à cerner, et c'était exactement comme ça qu'il le voulait. Il ne colportait pas de ragots, ne plaisantait pas et ne perdait pas de temps avec les acteurs qu'il faisait. S'il ne vous aimait pas, il ne criait jamais, il se contentait de se taire. Plus froid que d'habitude. Mais avec Lee Marvin, ce silence s'est transformé en autre chose. Ce n'était pas juste une question de personnalités opposées, c'était personnel. Sur le tournage de The Dirty Dozen, en 1966, Marvin a fait une blague, une farce qu'il pensait probablement inoffensive. Bronson, lui, ne l'a pas vue de la même façon. Cela s'est passé lors d'une scène où on l'avait placé entre deux acteurs bien plus grands que lui pour provoquer un effet visuel comique. L'équipe a ri, Marvin a ri plus fort que tous. Bronson a quitté le plateau. Dès ce jour-là, il n'a plus jamais regardé Marvin dans les yeux, et cela ne s'est pas arrêté là. Des années plus tard, lorsqu'ils ont été réunis dans Death Hunt, la querelle ne s'est pas atténuée, elle s'est intensifiée, jusqu'à un éclat glacial qui a figé toute l'équipe sur place. Alors, que s'est-il vraiment passé entre deux des hommes les plus durs d'Hollywood ? Qu'est-ce qui a poussé Bronson, un homme qui avait survécu aux mines de charbon, à la guerre et à la célébrité, à dire « Je ne pardonnerai jamais à ce salaud ». Revenons au moment où tout a commencé. Les origines de Charles Bronson. Les débuts de Charles Bronson n'étaient pas seulement modestes, ils étaient brutaux. Né Charles Dennis Buczynski en 1921 à Ehrenfeld, en Pennsylvanie, il était l'11e de 15 enfants dans une famille d'immigrants lituaniens. Leur monde tournait autour des mines de charbon, pas autour des ambitions, pas autour des rêves, juste la survie. Leur maison était une cabane de bois exigu, sans plomberie, sans chauffage et souvent sans nourriture. Bronson a pu taire avouer que sa famille était si pauvre qu'il n'a goûté ni au lait ni à la viande avant son adolescence. « On n'était pas pauvre, a-t-il dit. Pauvre, c'est un état d'esprit. Nous, on était fauchés. » Son père, Walteris P. Buczynski, était mineur et s'attendait à ce que tous ses fils le suivent dans la mine. Lorsqu'il est mort soudainement de la pneumoconiose, Charles n'avait que 10 ans et sans cérémonie, il a pris la relève de son père, littéralement. Les mêmes bottes, le même pic, la même mine. Il est devenu un breaker boy, rampant dans des puits à peine assez larges pour un corps, triant les roches à main nue. Il n'avait pas le choix. Il était le seul enfant de son école à ne pas parler anglais, uniquement le lituanien et le russe. Il était moqué, isolé, parfois battu. Et lorsque sa famille ne pouvait pas lui acheter de pantalon, il allait à l'école vêtu d'une robe de sa sœur aînée. La honte ne l'a jamais quitté, mais il n'a pas pleuré. Il s'est juste tu. Chaque tonne de charbon extrait rapportait $1. Il travaillait 12 heures par jour dans des galeries sombres et étouffantes, respirant de la poussière, crachant du sang. Ce genre de souffrance ne forge pas le caractère, elle le sculpte dans la pierre. Et pourtant, entre l'écart et les rares heures de sommeil, Bronson a terminé le lycée, le premier de sa famille à le faire. Cela relevait déjà d'un miracle. En 1943, désespéré de quitter les mines, Bronson s'est enrôlé dans l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été traîné comme mitrailleur aérien et affecté à un B-29 Super Fortress dans la 20e Air Force menant des missions de bombardement au-dessus du Japon. Il a volé lors de 25 missions de combat, et elles furent brutales. Lors d'une mission, son avion était gravement endommagé. Des éclats d'obus ont transpercé l'arrière, blessant Bronson. Il a reçu une Purple Heart. Et pourtant, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en pensait de la guerre, il a répondu une chose qui a choqué beaucoup. « Je n'avais jamais été aussi bien. 3 repas par jour, un lit chaud, une uniforme propre. C'était le luxe comparé à mon enfance. » Alors que d'autres soldats comptaient les jours pour rentrer chez eux, Bronson voyait la guerre comme une amélioration. Cela nous dit beaucoup sur le monde d'où il venait. Après la guerre, Bronson errait. Il enchaîna les petits boulots. Chauffeur de camion, cuisinier, peintre en bâtiment. Rien ne collait. Il n'avait ni plan et certainement pas le rêve de devenir acteur. Cela a changé lorsqu'il a été embauché pour peindre les décors d'un théâtre local à Philadelphie. Il n'était là que pour peindre, mais en observant les acteurs sur scène, quelque chose a résonné. Il voulut essayer. Bronson s'est inscrit à des cours dramatiques au Pasadena Playhouse, en Californie, puis s'est étudié sous la direction de Franklin Schaffner, futur réalisateur de Patton et la planète des singes. Très vite, il se démarquait. Il n'était pas charmeur, il n'était pas lisse, il parlait rarement, mais lorsqu'il le faisait, tout le monde l'écoutait. Son visage, taillé dans le roc, dégageait une intensité que la plupart des acteurs devaient simuler. Au début des années 1950, Charles Buczynski s'est installé à Hollywood. Mais en pleine chasse aux sorciers anticommunistes, Buczynski sonnait trop Europe de l'Est. Il changea de nom. Pas pour quelque chose de glamour, juste quelque chose de simple, Bronson, inspiré du Bronson Gate des studios Paramount. Ses premiers rôles étaient mineurs, mais fréquents. Il jouait des condamnés, des soldats, des gangsters, des Amérindiens, des Mexicains, des Italiens. Tous les rôles exigeant plus de dureté que de finesse. On ne retenait pas son nom, mais son visage, impossible à oublier.
Puis, en 1958, un tournant, Machine Gun Kelly, un film à petit budget de Roger Corman qui aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais Bronson a apporté quelque chose de nouveau à ce rôle de gangster. Il le joua non pas comme un fou furieux, mais comme un homme hanté, profondément terrifié par sa propre réputation. La critique fut astonnée. Variety parla d'une performance qui fait une star. Les murmures commencèrent. Cet acteur n'était pas comme les autres. Bronson enchaîna avec des performances solides dans Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, mais jamais en tête d'affiche. Ce rôle revenait toujours aux noms plus flamboyants, Steve McQueen, James Coban, Lee Marvin. Bronson était toujours le second silencieux, toujours fiable, mais jamais le verrou. Et cela allait beaucoup plus loin que le simple casting. À Hollywood, l'ordre d'affichage compte, la place sur la poche compte. Et Bronson le voyait alors que le public le percevait comme l'incarnation brute de la masculinité. Lui, en coulisses, il était frustré, piégé dans un système qui récompensait les apparences plus que l'authenticité. Puis vint The Dirty Dozen, et ce jour où tout a changé. En 1967, MGM donna feu vert à ce qui allait devenir l'un des films de guerre les plus chargés en testostérone jamais réalisés. The Dirty Dozen. Ce n'était pas simplement un casting, c'était une collision d'égos parmi les plus puissants d'Hollywood. Lee Marvin, Ernest Borgnine, Jim Brown, Telly Savalas, Donald Sutherland, Clint Walker et Charles Bronson. Tous réunis sur un même plateau, tous habitués à être le mâle alpha. Mais il y avait une différence. Bronson ne parlait que si c'était nécessaire. Il n'était pas là pour plaisanter ou sympathiser. Il arrivait préparé, faisait son travail et repartait. Pour lui, jouer était un métier, pas une performance en dehors de la caméra. Lee Marvin, en revanche, était d'une toute autre nature. Ancien marine décoré de la Seconde Guerre mondiale, blessé dans le dos pendant la bataille de Saipan, Marvin portait son passé militaire comme un insigne et parfois comme un bouclier. Il buvait fort, parlait fort et se moquait encore plus fort. La plupart du temps, il arrivait en retard, en gueule de bois ou à moitié ivre. L'équipe le supportait. Bronson, non. Les tensions avaient déjà commencé lors des répétitions. Marvin, connu pour tester les limites, narguait Bronson à cause de son silence. Il l'appelait le muet dans son dos, et parfois en face. Pendant les pauses déjeuner, Marvin monopolisait la table avec ses récits de guerre et ses blagues douteuses. Bronson, lui, s'asseyait à l'extrémité, mâchant lentement, observant en silence. Puis vint le moment qui fit tout exploser. Le réalisateur Robert Aldrich, habitué aux personnalités difficiles, eut une idée pour une scène de groupe. Pour ajouter un peu de humour visuel, il plaça Bronson, 1,73 m, entre Sutherland, 1,93 m, et Clint Walker, 1,98 m. Le résultat, à l'écran, Bronson paraissait ridiculement petit. Le contraste physique était frappant, presque caricatural. Aldrich rit, l'équipe technique aussi. Sutherland esquissa un sourire, et Marvin éclata d'un rire fort, théâtral, applaudissant comme s'il assistait à une scène comique. « Regardez, c'est Charlie le nain », se souvient un membre de l'équipe. D'autres l'ont entendu crier « Filez-lui une échelle, qu'on le voit !» Ce moment déclencha quelque chose de profond chez Bronson. Il ne dit un mot. Il quitta le plateau, traversa l'équipe, ignora Aldrich et retourna directement dans sa caravane. Il claqua la porte. Pendant 1 heure, personne n'osa bouger. Aldrich finit par aller s'excuser. Bronson ne cria pas, mais il fut clair que la scène serait modifiée. La blague ne se reproduirait plus, et dans un grondement sourd, il aurait murmuré « Je ne pardonnerai jamais à ce salaud ». À partir de ce jour, Bronson garda ses distances avec Marvin. Ils ne partagèrent plus jamais un repas, ne se parlèrent plus en dehors des scènes, ne se regardèrent que si le script l'exigeait. Au mieux, c'était du professionnalisme glacial, au pire, un mépris bouillonnant. En coulisses, la colère de Bronson n'était pas spectaculaire, elle était intérieure, contenue, irrévocable. Il avait grandi dans un monde où l'humiliation était un danger, un signe de faiblesse, et il s'était juré de ne plus jamais se laisser abaisser, ni physiquement, ni symboliquement. Marvin balaya l'incident. Il voyait Bronson comme rigide, sans humour, ingrat. Il ne prit les conséquences au sérieux, mais Bronson si. Et au fil de leurs carrières respectives, ce contraste ne fit que s'accentuer. Sortir de l'ombre. À la fin des années 1960, Lee Marvin était au sommet de sa carrière. Après des années à jouer des seconds rôles rugueux, sa carrière décolla grâce à la comédie western noire Cat Ballou, dans un double rôle inattendu, celui d'un pistolero ivrogne et de son frère jumeau maléfique. Marvin remporta l'Oscar du meilleur acteur. Il devançait des géants comme Rod Steiger et Richard Burton.
Hollywood, qui le considérait autrefois comme trop brut, le reconnut enfin comme un vrai acteur. Avec Point Blank, un thriller de vengeance brutale et stylisé, réalisé par John Boorman, Marvin se réinventa en anti-héros cérébral et tourmenté. La critique l'adora, les studios suivirent. Il devient l'un des acteurs les mieux payés de la décennie, gagnant $1 million par film, chose rare à l'époque. Son image de dur à cuire combinée à des rôles atypiques fit de lui un phénomène au box-office. Des films comme Hell in the Pacific, La Kermesse de l'Ouest ou L'Empereur du Nord assisent sa réputation d'authentique dur d'Hollywood, un homme capable de jouer un ivrogne, un soldat ou un psychopathe avec une conviction égale. Mais pendant ce temps, Charles Bronson observait tout cela depuis des coulisses. Lui aussi avait tourné dans des grands films, Les 7 mercenaires, La Grande Évasion, Les 12 salauds, mais Charles Bronson n'était jamais la vedette. Il était le tueur silencieux, le tireur d'élite, la brute. Son nom apparaissait en 4e ou 5e position sur l'affiche quand il apparaissait, et ça le blessait. Il savait qu'il en était tout autant capable, peut-être même plus. Mais dans une industrie qui valorisait le charisme et les petites phrases, le silence de Bronson était mal interprété. Au début des années 1970, Bronson en a assez d'Hollywood. La politique, les rôles stéréotypés, les stars arrogantes et moqueuses qui ne prenaient pas leur travail au sérieux. Marvin surtout. Alors il traverse l'Atlantique. Et là, quelque chose de miraculeux se produit. L'Europe ne se contente pas de l'accueillir, elle le célèbre. En France, il devient une icône du cinéma presque du jour au lendemain. La presse française le surnomme le gros dur. Mais Alain Delon ne le voyait pas comme un brut, il voyait en lui une figure tragique, mystérieuse, un homme de douleur et de âge, qui ne parlait pas mais révélait tout à travers son regard. Alain Delon, l'une des plus grandes stars françaises de l'époque, déclara « Bronson a le visage le plus honnête du cinéma. Quand il entre dans une scène, le public se penche en avant. Il veut savoir ce qu'il ne dit pas. » Bronson joue dans Le Passager de la pluie, un thriller français qui devient un énorme succès européen. Le film remporte un Golden Globe du meilleur film étranger et fait de Bronson une star internationale en France, en Allemagne, en Italie, jusqu'au Japon. Il enchaîne avec Soleil Rouge face à Toshiro Mifune, mêlant western américain et tradition samouraï. C'est élégant, international, et cela renforce encore son image d'icône mondiale, au-delà des langues. Puis vient son rôle définitif. Sergio Leone, le légendaire réalisateur de la trilogie du dollar, cherche quelqu'un de différent pour son nouveau film « Il était une fois dans l'Ouest ». Il refuse Clint Eastwood, il appelle Bronson. Bronson accepte à une condition, pas de sourire. Leone façonne le personnage d'harmonica autour du silence de Bronson, son passé tragique, sa vengeance. Et Bronson, avec à peine 30 lignes de dialogue, livre une performance qui traverse les générations. La musique encétante d'Ennio Morricone résonne sur son regard, et soudain, l'homme que la Ouïe a relégué devient mythique. La critique s'accorde, c'est le rôle que Bronson était né pour jouer. En Europe, il devient le visage de la justice stoïque. En 1974, Bronson revient sur les écrans américains avec Un justicier dans la ville, et tout change. Dans le rôle de Paul Kersey, un architecte new-yorkais devenu justicier, Bronson incarne la frustration croissante du public face à la criminalité et à l'impuissance. C'est violent, controversé et un énorme succès. Le film rapporte plus de 21 millions de dollars pour un budget modeste et lance une franchise. Bronson, enfin, est numéro 1 au box-office. Il a désormais le pouvoir qu'il a toujours mérité et le cachet qui va avec. Il gagnera plus de 2 millions par suite. Il choisit ses rôles, impose ses conditions. Mais une chose n'a pas changé. Malgré tout ce succès, Bronson ne s'est jamais adouci et n'a jamais oublié. Dans les interviews, il évoque toujours à demi-mot un collègue qui l'a humilié. Il ne dit jamais le nom Marvin, mais pour ceux qui savent, c'est évident. Dans un entretien, lorsqu'on lui demande s'il a déjà eu des conflits d'ego sur un plateau, il répond froidement « Il y avait un ivrogne sur ce film de guerre. Il s'est ridiculisé. Il riait pour de mauvaises raisons. Il croyait que faire du bruit, c'était être fort. » Dans un autre, un journaliste lui demande ce qu'il pense des acteurs qui font les clowns sur le tournage. Sa réponse est tranchante. On ne peut pas faire confiance à un homme qui se cache derrière le rire quand il a peur. Ceux qui connaissaient Bronson disaient qu'il portait une rancune comme un soldat porte un fusil. En silence, avec poids, toujours prêt. Pour les initiés, réalisateurs, producteurs, acteurs, il n'y avait aucun doute. Il parlait de Lee Marvin. L'ultime confrontation. En 1981, les deux hommes étaient des légendes, mais pas des égaux. Charles Bronson était devenu une icône internationale grâce à Death Wish. Lee Marvin, bien que toujours respecté, déclinait. Son alcoolisme, autrefois toléré, était désormais un fardeau. À Hollywood, sa réputation d'acteur difficile et imprévisible n'était plus un secret. Alors lorsque les producteurs proposèrent Death Hunt, cela ressemblait à un pari risqué. Le film, situé dans les terres gelées du Yukon dans les années 1930, était un thriller de survie en mode chat et souris.
Bronson incarnerait Albert Johnson, un solitaire mystérieux injustement pourchassé par les autorités. Marvin, lui, jouerait le sergent Edgar Millen, le policier vieillissant chargé de le capturer. Sur le papier, le casting était brillant. 2 titans de la virilité en conflit direct, reflet de leur tension réelle. Ironie du sort, leurs personnages passaient la majorité du film à distance. L'intrigue exigeait que Bronson soit traqué de loin, mais lorsqu'ils partageaient la même scène, l'ambiance était tout sauf cinématographique. Le tournage eut lieu dans des zones reculées de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, avec neige, vent glacé et planning infernal. L'équipe décrivait l'environnement comme physiquement éprouvant et émotionnellement fragile. Bronson, fidèle à lui-même, restait discret. Il arrivait tôt sur les plateaux, connaissait son texte, restait concentré. Pas de bavardage, pas de flânerie. Entre les prises, il restait dans sa caravane, souvent à lire ou dessiner. Sa femme, Jill Ireland, venait régulièrement. Sa présence le stabilisait. Marvin, en revanche, était instable. Son alcoolisme s'était aggravé. Des jours, il était précis, livrant ses répliques avec justesse. D'autres jours, il arrivait en retard, le regard vitreux, incapable de se souvenir de ses déplacements. La rumeur courait. Les producteurs étaient inquiets. Bronson, lui, perdait patience. Pour éviter l'explosion, l'équipe prit des mesures. Les 2 acteurs eurent des caravanes et loyers, leurs horaires d'appel furent décalés, un second réalisateur admit « On a tout fait pour les tenir à distance, sauf quand la caméra tournait ». Ce n'était pas de la tension, c'était de la glace. La scène décisive survint dans un col enneigé, isolé. Le temps jouait contre eux, la lumière baissait, le budget était serré. L'équipe avait besoin d'une prise nette. Mais Marvin arrivait ivre, bafouillant ses répliques, sortant de son cadre. 3 prises ratées plus tard, le réalisateur cria « Coupez !» Et c'est là que tout a basculé. Bronson quitta le plateau enneigé, enleva ses gants et fixa Marvin avec ce que les témoins décriront comme un calme glacial. Il se tourna vers le producteur Ken Hahn qui racontera plus tard « Charlie a juste regardé Lee, sans crier, sans exagérer, et a dit « Je vais te buter ». Ce n'était pas une blague, et tout le monde l'a compris. Silence total. Marvin se figea, prit ses anciennes, puis retourna à sa caravane sans un mot. Le tournage fut suspendu pour la journée, aucune excuse officielle ne fut présentée. Le lendemain, Bronson revint comme si de rien n'était, mais l'équipe marcha sur des œufs jusqu'à la fin du tournage. À la clôture du film, il n'y eut pas de dîner d'équipe, pas d'au revoir. Bronson partit sans adresser un mot à Marvin. Marvin, de son côté, quitta les lieux sans silence, sans poignée de main, sans regard. Toute la production avait ressemblé à une trêve forcée dans une guerre qui durait depuis des décennies. Un membre de l'équipe se souvient d'avoir vu Bronson seul, assis sur un bord de neige, le dernier jour, regardant les montagnes. Lorsqu'on lui demanda plus tard ce qu'il pensait de Marvin, Bronson répondit simplement « Il sait ce qu'il a fait ». Ils ne retravaillèrent jamais ensemble, ils ne se parlèrent jamais plus. La guerre froide était terminée, mais l'amertume ne fondit jamais. Bronson ne prononça plus jamais le nom de Marvin, pas en public, même pas lors de sa mort en 1987. Aucun hommage, aucune déclaration, juste le silence. Ce silence qu'il avait maîtrisé depuis l'enfance. Et vous, pensez-vous que Bronson avait raison de garder cette rancune ? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez cette histoire avec un cinéphile qui pensait tout savoir parce que parfois le vrai drame ne se jouait pas à l'écran.